tiens à remercier également, en plus de votre présence, les orateurs qui ont fait le déplacement. Je tiens à remercier l'Université ouvrière de Genève qui met à disposition son local qui est parfaitement adapté pour ces conférences. Je dois, comme vous l'avez peut-être appris dans l'un de nos mails d'information, excuser Jacques Beau qui n'a pas pu répondre à 2 demandes simultanées, donc qui malheureusement ne sera pas présent, mais on a un panel suffisamment riche pour pouvoir animer correctement et donner des informations extrêmement précieuses. Et puis, donc la soirée va se présenter, donc je vais faire une brève introduction qui va vous expliquer le sens du message que vous avez trouvé sur vos sièges, si vous avez trouvé un formulaire de soutien financier. Je vais vous donner un petit texte qui vous expliquera les raisons de cette demande. Et puis ensuite, je passerai brièvement la parole à Samuel Trettenant qui va pouvoir vous parler de son expérience rude de la répression sur les manifestations de soutien à la Palestine. Et ensuite, je passerai la parole à Michel Colomb qui gérera le débat, la répartition du temps de parole et la suite de la conférence. Alors, je commence par vous lire un bref texte qu'on m'a transmis à Investigation qui vous explique le sens de ce formulaire d'inscription. Donc la sortie des 2 livres dont on va parler ce soir n'aurait pas été possible sans le travail long et rigoureux du collectif de journalistes et de chercheurs Est-Média d'Investigation, un collectif qui est né il y a 20 ans, mais qui s'est beaucoup développé ces dernières années avec l'engagement de nouvelles recrues. L'objectif d'Investigation, c'est malgré la censure et les attaques, de pouvoir peser sur le débat public. C'est pour ça que le média est gratuit, la chaîne YouTube sans pub et les livres ont des prix très démocratiques. La conséquence de cet engagement pour développer un véritable média populaire, c'est la situation financière compliquée. Investigation ne vit que par les dons de ses soutiens, particulièrement les dons mensuels, ceux qui permettent de regarder vers l'avenir tout en pérennisant les projets actuels. Donc très important, les dons mensuels permettent de construire des projets et de pérenniser ces projets. Or, dans un monde où l'information est de plus en plus rapide, biaisée et trompeuse, la mission d'investigation est plus importante que jamais, vous offrir une information indépendante, de qualité, vérifiée et libre d'accès. Investigation croit fermement que chaque citoyen mérite de pouvoir s'informer sans subir l'influence de grandes puissances économiques ou politiques. Contrairement à d'autres médias, Investigation ne dépend ni de la publicité intrusive, ni de groupes d'intérêt particuliers, seulement vos contributions nous permettent de rester libres. C'est pourquoi ce soir, je vous lance un appel pressant, aider Investigation à survivre, malgré les attaques des lobbyistes et malgré la censure impitoyable des grands médias qui refusent tout débat. Ils veulent couler financièrement l'info indépendante, ils veulent un monopole. Aider Investigation à développer de nouveaux projets que la multiplication des guerres rend nécessaire de plus en plus. Aidez-nous à donner une voix aux victimes. En soutenant financièrement Investigation, vous recevrez 20% sur tous vos achats de livres aujourd'hui et plus tard. 50 ouvrages sur de nombreux sujets. Donc, il y a un catalogue de livres assez impressionnant, avec ces 2 nouveaux qui viennent rejoindre la collection. Mais surtout, vous investissez dans une information fiable, diversifiée et respectueuse de l'intelligence de ses lecteurs. Chaque don, même modeste, fait une différence concrète. Il garantit l'indépendance de la rédaction, aide à produire des reportages, à enquêter en profondeur et à fournir des analyses rigoureuses. Si vous pensez que l'information de qualité est un pilier essentiel de la démocratie, nous vous invitons à faire un geste. Soutenir Investigation, c'est garantir la pluralité des voix, c'est défendre un journaliste qui place le peuple au centre de ses préoccupations. Je vous invite donc à faire un don mensuel à Investigation. Merci de rejoindre la table après la conférence si vous voulez vous inscrire pour ce dispositif de don. Alors, on a vu que plusieurs personnes avaient peut-être l'intention de devenir des donateurs réguliers, avaient déjà acheté des livres. La proposition qu'on vous fait, c'est que si vous prenez cet engagement de don régulier, même de 5 francs, 10 francs, peu importe, eh bien, on vous offrira un livre en complément. Voilà. Alors maintenant, je vais, cet intermède
administratif, mais très important, parce que c'est vraiment se joue la survie d'investigation à travers cette campagne de demande de soutien. Je passe la parole à Samuel Crétenant qui, malheureusement, vu le nombre de personnes qui devront s'exprimer dans le panel, on lui accorde 5 minutes. On va essayer pour expliquer son aventure dramatique. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être si nombreux, ça fait plaisir. Ceux qui me connaissent un petit peu, j'ai fait une grève de la faim entre décembre et janvier. C'est vrai que je reconnais beaucoup d'amis dans cette salle qui étaient déjà là à ce moment-là. Mais je suis en contact tous les jours avec des gens à Gaza et c'est indispensable de continuer à porter leur voix. Autrement, comme je dis toujours, on les enterre une deuxième fois si on arrête de parler d'eux. Alors, en fait, je viens d'enterrer une cousine qui était une militante décoloniale et anticapitaliste, féministe aussi. Et donc, je lui dédie ces paroles, il y a quelques heures en Valais, je dédie ces paroles à ma cousine Charlie. Donc, ceux qui ont suivi un petit peu mes actualités, donc en décembre, mon action c'était de me promener dans les gares avec un panneau qui indiquait le nombre d'enfants assassinés à Gaza, et c'est un nombre que je remettais à jour en fonction des données que j'avais dans une ONG. Et systématiquement en arrivant dans les gares, donc j'allais dans les gares, j'allais au Parlement, et j'essayais d'avoir l'attention des médias pour essayer de placer le mot de génocide dans la presse. Vous remarquerez que plus d'une année après, ce mot est parfois cité par des intervenants externes, mais jamais par la RTS, qui n'emploie toujours pas ce mot. Je ne sais pas ce qu'ils attendent, combien il faudra de dizaines de milliers de morts pour qu'enfin ils reconnaissent qu'il y a un génocide à Gaza et en Palestine. Donc en fait, je ne suis pas un manifestant, j'étais seul, je ne suis pas affilié à qui que ce soit, j'y allais de manière indépendante, et systématiquement en arrivant à la gare, la sécurité privée me tombait dessus et m'ordonnait de quitter la gare. J'ai toujours avec moi la Constitution suisse. Et dans cette Constitution, il y a des très beaux articles au début qui nous disent qu'on a, l'article 16, une liberté d'opinion, une liberté d'information et une liberté d'être informé. Je ne parle pas de liberté de réunion puisque j'étais seul, ou de liberté de la presse, mais simplement c'est des droits fondamentaux qu'il faut absolument qu'on défende. Ils sont en train d'être grignotés de toutes parts et c'est indispensable si on veut porter la voix des injustices dans le monde que tout le monde défende. Cet article 16, c'est les premiers articles, ils sont un peu généraux, ils sont un peu joliveurs, mais c'est les plus gros articles en fait de la Constitution. C'est quelque chose d'important à protéger. Et donc, plusieurs fois, la sécurité privée est intervenue, la sécurité, comme je refusais de partir, la police est intervenue, et généralement on me disait que j'avais raison, que j'avais le droit de faire ce que je faisais, c'est-à-dire être présent en silence. Le 18 décembre, après avoir été devant le Parlement pour interpeller les parlementaires, à Berne, la sécurité privée est arrivée. Ils ont ordonné mon expulsion pour 48 heures de la gare de Berne. Je leur ai dit que c'est légal. Et je leur ai dit que je reprenais ma carte d'identité que j'avais à donner. Ils ont le droit, la sécurité ferroviaire a le droit de contrôler votre identité, ce qu'on ne sait pas en fait. Et quand j'ai voulu reprendre ma carte, j'ai subi une première agression, donc poussé une deuxième fois. Et là, je me suis dit, il n'y a pas de raison qu'une sécurité privée me violente. Donc j'ai résisté au fait qu'ils voulaient me mettre à terre et me menotter. La police est intervenue en cellule. Comme j'étais en 7e jour de grève à faim, j'ai dit que ça n'allait pas. J'ai fait un malaise, je suis tombé dans les vapes. Quand je me suis réveillé, je me suis retrouvé, je me suis senti, je ne voyais pas, j'avais un voile noir, mais je me suis senti traîner sur le sol avec un policier qui me frappait dans les jambes, puis après qui m'a retourné, qui me frappait sur le sternum en me disant « Arrête ton théâtre, si tu continues, tu vas voir, ça fait mal. » Jusqu'au moment où j'ai pu dire que j'avais besoin d'une ambulance et que je voulais être conduit à l'hôpital. Et après un temps, ils ont accepté, j'ai été à l'hôpital, il y a eu un constat. À partir de là, on a demandé avec une avocate de protéger les preuves, on a demandé que les vidéos soient conservées, Olivier de la Gare, et la cellule dans laquelle j'étais interrogé. La police nous a écrit que toutes les vidéos étaient effacées. Mais comme je portais plainte, et que le procureur a essayé d'annuler la plainte en disant que j'étais violent, j'avais tiré les cheveux, etc., tout d'un coup, les vidéos de la gare sont ressorties, comme par miracle, 3 mois après. Celle de la gare, mais pas celle de la cellule. Il n'y en a pas dans la cellule.
Bref, je vous la fais courte, j'étais au tribunal où la police était interrogée vendredi dernier. On a obtenu les vidéosurveillances et ce qu'on a constaté, c'est que le 18 décembre, il y avait d'abord la Transsicora, les agents privés, et il y a 3 agents banalisés, agents secrets, entre guillemets, inidentifiables, qui étaient présents, qui sont intervenus. C'est eux qui m'ont mis au sol, c'est eux qui m'ont mis les menottes. Quand la police est arrivée, ils sont partis, ils ont disparu, on voit très bien sur la vidéo, mais c'est eux qui m'ont menotté, et la police leur demande avant de prendre en charge ce qu'il faut faire. Et maintenant, mon combat, ça va être au niveau juridique, de demander aux parlementaires qu'ils ouvrent une commission parlementaire pour savoir qui sont ces personnes qui interagissent. Et mon petit doute, c'est de déterminer si ce sont des Suisses ou pas. Suivez mon pensée. Alors, ça va être un long chemin, on va devoir épuiser toutes les procédures. Moi, je le fais pour les gens de Gaza, pour pas de raison, mais je le fais aussi pour le droit, pour nos droits fondamentaux. Et c'est vrai que c'est une procédure qui va être assez coûteuse, et si les gens ont envie de participer et de m'aider, on va ouvrir une cagnotte officielle avec vraiment un encadrement, et votre aide serait la bienvenue. Je ne peux pas faire ça tout seul, mais si vous avez la possibilité, et vraiment, il y a des gens qui ont la possibilité de le faire, je reçois des aides de personnes qui comptent vraiment leur fin de mois, qui sont très généreuses, mais si ça peut être plus large, ce serait vraiment extraordinaire pour nos libertés fondamentales. Merci beaucoup. Merci Samuel. Alors sans transition, je passe le témoin à Michel pour la suite de la séance. Merci Samuel. Comme chacun de vous, j'ai été bouleversé de ce que j'ai entendu. Personnellement, j'ai vécu aussi le même genre d'expérience, arrestation, hôpital, procès, condamnation. Je voudrais souligner le mérite et le courage de Samuel. Premièrement, d'aller parmi les gens là où c'est plus difficile mais fondamental pour apporter la vérité sur les faits qui est cachée par les médias. C'est ça qui sera décisif. La bataille pour l'information à la faire nous-mêmes. Chaque fois que je viens ici, vous savez que je vais conclure en disant « Et maintenant, le travail, c'est à vous, c'est vous les journalistes. » Et donc, je pense qu'il l'a fait de façon exceptionnelle, courageuse, et c'est ça que je vais proposer. Je pense qu'il mérite évidemment, vous le pensez aussi, notre soutien. La bataille qu'il a engagée, elle est fondamentale, elle doit être soutenue de toutes les manières possibles, parce que le régime en face, ils essayent de nous faire peur. Ils ont essayé de faire un exemple pour nous faire peur. En réalité, eux ont peur parce que eux violent le droit international, eux se placent en marge de la loi, eux sont complices de génocide. Or, la Cour internationale de justice a clairement dit qu'il y a une menace très claire de génocide et que les États et les individus et les politiques peuvent être accusés de complicité de génocide, et j'espère qu'ils le seront et ils doivent l'être. Et la peur doit changer de camp. C'est eux qui doivent maintenant avoir peur pour les crimes qu'ils ont commis et qu'ils essayent de cacher et d'empêcher qu'on en discute. Donc je crois que le cas de Samuel, on va évidemment diffuser cette vidéo. Je vais recommander qu'il raconte ses expériences. Ça m'intéresse beaucoup aussi comment ça se passait les discussions avec les gens. Certains d'entre vous savent que j'ai lancé l'opération Gaza Vérité, où on se regroupe par des zooms ensemble, les gens qui s'engagent à discuter avec des non-convaincus à leur travail, dans la rue, le quartier, les assos, les réseaux sociaux, etc. Mais dans les gares, dans les trains, oui, c'est génial. Et on échange nos expériences. C'est souvent difficile, tout le monde le sait, c'est pas facile de convaincre sur Israël, mais c'est ça qui est fondamental, c'est ça qui va changer le rapport de force.
Donc, n'hésitez pas à rapporter des cas comme ça, à soutenir Samuel et à nous aider à le faire connaître internationalement. Il faut que ceux qui nous gouvernent aient peur d'être jugés pour leur violation de droits et le fait qu'ils violent leur propre constitution. Ils ont été mandatés pour protéger le peuple et ils l'agressent. Vraiment, ça c'est fondamental. Ce soir, on va avoir Saïd Bouamama, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà puisqu'il a publié les manuels stratégiques de l'Afrique, le manuel sur l'immigration, la gauche et la guerre également. Et je lui avais demandé de faire donc justement un manuel stratégique de la Palestine et du Moyen-Orient pour répondre à la question qui est derrière Israël. Est-ce que Israël est un petit électron libre qui, certains disent même, c'est lui qui dirige le monde, c'est lui qui commande, et il faut, avec les documents, avec les preuves, avec des citations et des déclarations qui m'ont surpris moi-même, il faut montrer qui est vraiment à la manœuvre, parce que si c'est Israël, ben on voit bien que Netanyahou, il n'y a rien qui l'arrête, donc c'est décourageant. Mais si ce sont nos gouvernements aux États-Unis et en Europe qui sont les vrais chefs d'orchestre de Netanyahou, alors là nous savons ce que nous devons faire. C'est pour ça que c'est fondamental. Après, Jean-Pierre Boucher, mon complice dans le livre que vous voyez à l'écran, 7 octobre, Enquête sur la journée qui a changé le monde, va nous expliquer pourquoi il a lancé ce projet, c'est lui qui l'a lancé, et comment il a travaillé là-dessus et pourquoi il pense que c'est important. Et après, je vous donnerai quelques extraits en PowerPoint de la bataille de l'info et des médias mensonges que nous avons traqués, que nous exposons pour vous permettre justement de faire le travail autour de vous après. La parole à Saïd. Bien. Le livre que je présente aujourd'hui est... 1, 2, ça marche pas? Non. Un bouton peut-être en bas? Je vois pas le bouton. On va prendre celui-là. Donne-moi l'autre. Bien, le livre que je présente ce soir est bien entendu en travail depuis de nombreuses années, avec des moments intenses et d'autres moments moins intenses. Et ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, ce génocide ignoble, m'a amené à accélérer les choses. Mais c'est un livre qui s'ancre d'abord dans les questions que j'entendais et ce que j'estimais être des erreurs, dans les multiples débats que j'ai pu mener en France sur cette question. On entend toutes sortes de choses et j'étais convaincu que l'émotion ne suffisait pas si nous voulions véritablement peser dans le rapport de force qui peut demain libérer le peuple palestinien. Que la bataille des idées, la bataille de la compréhension est une des dimensions essentielles. Un grand auteur qui s'appelle Antonio Gramsci, sans doute celui qui a le plus contribué à nous aider à comprendre ce qu'était le fascisme, disait que les dominants ne resteraient pas dominants longtemps s'ils n'avaient que la force brutale à leur service. Ils avaient aussi une autre arme qui était aussi importante, qui était l'idéologie, celle qu'on diffuse dans les médias, c'est-à-dire produire un roman qui vient justifier, légitimer l'oppression. Et c'est pour cela que c'est essentiel dans nos productions, dans ce que fait Investigation, d'aller chercher les véritables causes de la situation. C'est pour ça que ça prend la forme d'un manuel. Je voulais produire, réunir les textes essentiels, mais également les faits essentiels, mais également les réinscrire dans l'histoire, de telle sorte que chacun soit armé pour saisir les véritables enjeux qui se jouent en Palestine et qui sont loin, loin de se limiter au peuple palestinien. En réalité, les Palestiniens meurent aujourd'hui pour nous. C'est-à-dire que le sort de l'humanité se joue en Palestine. L'avenir de l'humanité se joue en Palestine. Ce que va être le monde de demain se joue en Palestine. Allons-nous léguer à nos enfants un monde de guerre? Un monde où quelques puissances dominent le reste de la planète? Ou non? Eh bien, c'est en Palestine que les choses se jouent en grande partie. Et donc, je vais, bien entendu, pas, en 20 minutes, restituer l'ensemble du livre, et vous avez vu la taille du livre, donc je vais me contenter de 3 idées, parmi plusieurs dizaines que je développe à l'intérieur du livre, de 3 idées qui me semblent essentielles.
La première, c'est de véritablement comprendre que la Palestine et le Moyen-Orient sont des nœuds stratégiques et sans doute un des nœuds stratégiques centraux de la planète. Il y en a un autre, mais qui donne naissance aussi à des dangers de guerre, c'est la mer de Chine. Et on voit bien tout ce qui se joue. Vous avez entendu sans doute tous les discours sur les Ouïghours, les discours sur Taïwan, etc. En gros, les oppositions entre la Chine et les USA. Si vous regardez ce qu'il y a de commun entre la mer de Chine et la Palestine, ce sont deux canaux essentiels dans les transferts de marchandises, dans les flux commerciaux, etc. Et ça depuis très longtemps. Je voudrais citer deux faits qui sont à des siècles d'intervalle. D'abord les croisades, c'est très loin. On vous les a présentés comme étant uniquement une guerre religieuse. Sauf qu'il y a une dimension économique aux croisades qui commence aujourd'hui à être largement documentée. Et l'on sait très bien que la maîtrise de ce couloir était une des dimensions des croisades essentielles. Et vous comparez cela à, plusieurs siècles plus tard, les routes de la soie chinoise. Vous avez entendu parler de ce grand projet d'infrastructure des Chinois en accord avec de très nombreux pays. Eh bien, le Moyen-Orient est l'endroit dans lequel les investissements et les infrastructures prévues sont les plus importantes. C'est dire qu'on est là, dans un endroit de la planète, qui porte un enjeu économique mondial. La puissance qui domine la région domine en grande partie le reste du monde. Et c'est ce qui va expliquer pourquoi, avec des enjeux qui vont, au cours de l'histoire, se compléter, se renforcer, etc., pourquoi cette région va être le lieu d'implantation. C'est pas simplement pour des raisons, comme disent les sionistes bibliques, etc., c'est pas pour cela. C'est d'abord pour ces enjeux économiques. La Palestine et le Moyen-Orient sont à l'intersection de 3 continents. Ils font le lien entre 3 continents, et imaginez l'enjeu économique que ça signifie, entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Et donc on est là devant véritablement un nœud stratégique. Et c'est ce qui va expliquer pourquoi le mouvement sioniste, et là dans l'ouvrage, j'ai été relire tous les documents du mouvement sioniste de manière intégrale. Je peux vous assurer que des fois j'avais envie de vomir, parce que ils ne cachaient pas leur projet, y compris le projet génocidaire. Eh bien, très tôt, l'idée de trouver un parrain en termes de grande puissance est présent dans les projets du mouvement sioniste. Aux naissances du mouvement sioniste, parmi les premiers éléments de théorisation, vous avez cette idée, il nous faut trouver un parrain. Autrement dit, jamais le projet sioniste n'aurait pu se concrétiser en État s'il n'y avait pas eu au moins une grande puissance, celle qui était dominante à l'époque, la Grande-Bretagne, qui donne sa caution et qui va donc rendre concret l'idée de ce projet. Ça ne s'est pas fait tout de suite. La Grande-Bretagne d'abord refuse, d'abord hésite, et il est très intéressant d'aller regarder les arguments que donne le mouvement sioniste pour convaincre le parrain qui est recherché. Ce sont tout simplement des arguments coloniaux. Toutes les thématiques coloniales qui ont servi en Algérie, qui ont servi en Afrique subsaharienne, sont utilisées par le mouvement sioniste. C'est pour aller civiliser. C'est pour aller enraciner un morceau d'Occident dans une région barbare. Voilà les termes qui sont utilisés à cette période-là. Et ils le disent explicitement pour être le garant des intérêts de Grande-Bretagne. C'est comme cela que le mouvement sioniste va vendre le projet à la Grande-Bretagne, qui, bien entendu, pour ses propres raisons, va l'adopter. Alors pourquoi ? Bien tout simplement parce que la région est pour la Grande-Bretagne à l'époque, qui est la principale puissance coloniale, et il suffit de regarder les cartes de flux de marchandises de la Grande-Bretagne, de l'Inde vers Londres, et vous vous apercevez de quoi ? Bien, c'est ce qu'ils appellent la route des Indes. Contrôler, maîtriser la route des Indes est essentiel pour eux. Ils la contrôlent déjà par les puissances maritimes, par la puissance maritime qu'ils l'ont, mais avoir un point d'ancrage dans la région, un point solide d'ancrage dans la région, eh bien pour eux c'est un des éléments essentiels. D'autant plus que la France, qui est concurrente de la Grande-Bretagne, c'est la deuxième puissance coloniale, eh bien vise également à contrôler la région. Et donc c'est pour cela qu'on va avoir, en 6 mois d'intervalle,
vous allez avoir des déclarations de soutien au mouvement sioniste de la France et de la Grande-Bretagne qui se ressemblent. Tous ici, vous connaissez la déclaration Balfour, qui est celle qui a été sanctifiée après par la SDN qui était dominée par la France et la Grande-Bretagne. Rappelons-le, quand on nous parle de droit international, non, le mandat, c'est une SDN dominée par les puissances de l'époque, c'est-à-dire la Grande-Bretagne et la France. Eh bien, à 6 mois d'intervalle, on a des déclarations qui sont quasiment jumelles. On connaît bien celle de Balfour pour la Grande-Bretagne, on connaît moins celle de la France, la déclaration Combon, qui reconnaît exactement les mêmes choses et qui se propose exactement les mêmes choses, c'est-à-dire soutenir la mise en place d'un projet sioniste. Avant que la Grande-Bretagne dise oui, ça montre bien quel est ce projet sioniste. Les sionistes vont aller taper à toutes les portes des grandes puissances. À toutes les portes des grandes puissances pour leur proposer d'être leur outil sur place. Ils vont aller voir le tsar de Russie, qui est un tsar antisémite, mais ça ne les embête pas, à partir du moment où il leur permet de cautionner leur colonisation de peuplement. Ils vont aller voir l'empereur d'Allemagne, ils vont faire le tour des grandes puissances, et c'est en Grande-Bretagne qu'ils vont trouver preneur. Le percement du canal de Suez va venir également rajouter des enjeux. Ça n'est pas l'enjeu essentiel, mais ça va venir rajouter des enjeux. Sachez que le canal de Suez va permettre de passer pour le transfert des marchandises de 4 mois à 40 jours. Donc on a un gain économique qui est énorme, et donc ça va venir renforcer cela, d'où le besoin pour la Grande-Bretagne, effectivement, elle pouvait le faire autrement, mais de consolider sa présence dans la région. Vous imaginez également que la découverte des richesses pétrolières ensuite, au XXe siècle, va venir encore renforcer l'enjeu de la région. Et c'est ce qui va expliquer qu'on a un lien indissoluble entre le mouvement sioniste et la grande puissance hégémonique de chaque époque. Après 1945, la Grande-Bretagne est affaiblie. La France est affaiblie. Pourquoi affaiblie? Ils ont gagné la guerre, mais la guerre s'est passée sur le terrain européen. Les États-Unis, eux, ils savent bien faire ça, ils le refont en Ukraine aujourd'hui. Ils font la guerre, mais ailleurs. Ce qui fait que leur économie n'est pas détruite. Et donc, les USA sont la puissance dominante, la puissance hégémonique dominante. Et bien, tout simplement, la Grande-Bretagne cède le pas aux USA, qui prennent la place de la Grande-Bretagne comme dans le rôle de parrain de cet État artificiel qu'est l'État d'Israël. Et c'est ça qui va expliquer ce que j'appelle les noces du sionisme et de l'impérialisme. Dès le berceau du mouvement sioniste, il y a l'alliance avec l'impérialisme. C'est important d'avoir ça en tête pour comprendre pourquoi le soutien actuel, je peux vous le dire sans risque de me tromper beaucoup, ne s'arrêtera pas quel que soit le nombre de morts. Le soutien des USA, de la France, et de l'Union européenne, etc., ne s'arrêtera pas quel que soit le nombre de morts. Il s'arrêtera si nous sommes, ça pose la question de notre responsabilité, si nous sommes, nous, capables de mobiliser à tel point qu'il coûtera plus cher à ces gouvernements de continuer à soutenir Israël que d'arrêter de le soutenir. Et c'est ça l'affreuse réalité. Je dis affreuse parce que, bien entendu, comme vous, mon cœur saigne à chaque fois que j'entends ce qui se passe à Gaza. Et c'est ce qui va expliquer également une autre dimension du projet sioniste et de la création de l'État d'Israël, qui est d'empêcher l'émergence d'une nation arabe unie. Alors, la nation arabe, qu'on ne se trompe pas et qu'on ne soit pas idéaliste là-dessus, c'est comme toutes les nations une réalité historique. Elle se construit dans le temps. Elle n'était pas construite au début du XXe siècle, mais il y avait une langue commune, il y avait des échanges, il y avait le sentiment d'appartenir à une même entité. Bref, les ingrédients d'une nation étaient présents et ce qui se passait dans la région était au diapason de ce qui se passait au niveau du monde, c'est-à-dire partout les peuples colonisés se réveillaient et prenaient conscience de leur avenir en termes de nation. Et donc dans le monde arabe, on avait cela. Par exemple, les révoltes palestiniennes de l'époque, du début du XXe siècle, sont des révoltes dans lesquelles on se dit et palestinien et arabe. Et on n'a même pas en tête l'indépendance de la Palestine, on a en tête l'indépendance d'une nation arabe dans laquelle il y aurait une entité palestinienne. C'est comme ça qu'est posé, dans le mouvement national palestinien, qu'est posée la question de l'avenir de la Palestine. Si vous regardez où se situe la Palestine, vous aurez compris en quoi
elle est en plein milieu de cette nation arabe. Elle la coupe en deux. C'est-à-dire qu'elle empêche la construction, elle casse le processus historique d'émergence d'une nation arabe. Pourquoi, pour la Grande-Bretagne, c'est essentiel d'éviter l'émergence d'une nation arabe unie qui occupe toute cette région, la Syrie, l'Irak, etc. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ça fait un contrepoids qui remet en cause ses intérêts. Une telle nation peut effectivement s'opposer à la Grande-Bretagne et avoir un destin indépendant. C'est dire que le soutien à Israël n'est pas un soutien simplement parce qu'ils sont juifs. On entend souvent, mais c'est parce qu'ils culpabilisent de la Shoah. Je ne crois pas à cette thèse. Ils ne culpabilisent pas du tout de la Shoah, ce qui ne veut pas dire que dans les médias on n'utilise pas ça. Ça, bien entendu, c'est un argument idéologique médiatique. Mais ils ont des intérêts qui les poussent à soutenir Israël aujourd'hui, que je définirais comme le gérant local des intérêts des grandes puissances. C'est ça qui me semble être la définition la plus pertinente d'Israël, et ça situe bien les responsabilités, c'est-à-dire oui, nos gouvernements en Europe sont aussi responsables de ce qui se passe à Gaza. La seconde dimension que je voudrais souligner, c'est la question du génocide. Pour bien saisir l'enjeu, pourquoi aujourd'hui c'est erroné d'attribuer le génocide à Netanyahou, il faut regarder la place du génocide dans le projet sioniste. C'est une des dimensions qui est vraiment essentielle, et pour bien le comprendre, je voudrais rappeler que la colonisation prend des formes différentes. Je voudrais en citer 3 très rapidement, s'il y a des questions, tout à l'heure on pourra y revenir. Il y a d'abord des colonisations qui étaient des colonisations d'exploitation. C'est-à-dire on vient pour piller les matières premières et pour faire travailler les indigènes comme des esclaves. Ça, c'est une première forme de colonisation. Il n'y a pas derrière l'idée d'évincer les indigènes. Il y a cette idée de les exploiter. Il y a un second type de colonisation qui vise l'exploitation également, mais qui ne se limite pas à ça. C'est la colonisation de peuplement, comme l'a connu l'Algérie. En Algérie, en 50 ans, 1/3 de la population a été tuée. La colonisation de peuplement, elle vise à transformer, la composition de la population en éliminant les indigènes et en les remplaçant par des colons. La colonisation sioniste, dès ses débuts, est une colonisation de peuplement, c'est même sa première. Eux-mêmes l'assument et le définissent comme ça. Mais ça n'est pas que ça. Il y a une troisième forme de colonisation qui me semble essentielle et qui est souvent oubliée, qui ont ce que j'ai proposé d'appeler des colonisations collectives. C'est lorsque un État colonise, mais n'a pas l'ensemble des moyens pour coloniser. Parce que c'est un impérialisme faible, pas aussi riche que les autres, etc. Par exemple, le Portugal, dans les colonies portugaises, eh bien, les capitaux qui étaient investis pour exploiter les indigènes, pour exploiter les minerais, etc., étaient des capitaux portugais, bien sûr, mais aussi allemands, français, etc. Le Portugal a colonisé pour l'ensemble des puissances. Eh bien, en Palestine, on a ça aussi. Le projet sioniste, c'est aussi une colonisation collective. Ils sont au service. Quand vous regardez l'état des capitaux en Israël, eh bien vous vous apercevez que vous avez des capitaux de l'ensemble des grandes puissances. Ces colonisations-là sont les colonisations les plus dures à vaincre, parce qu'ils sont soutenus par l'ensemble des puissances impérialistes. Et c'est ce qui explique que les colonies portugaises ont obtenu leur indépendance bien plus tard, quasiment 10 ans après les autres pays africains. L'apartheid ressemble à cela également. Donc on voit bien qu'on a là un type de colonisation particulier. Avec pour le sionisme quelque chose d'encore plus particulier, qui est que ça n'est pas un État qui vient coloniser, c'est la création artificielle d'un État. Et ça va expliquer la spécificité de la colonisation sioniste. Eh bien, à partir du moment où c'est une colonisation de peuplement, vous avez une tendance génocidaire. Par définition, une colonisation de peuplement, c'est tendanciellement génocidaire. Qu'est-ce qui fait que la tendance a réussi et va jusqu'au bout? Comme en Amérique, par exemple, avec la destruction des peuples indigènes et la disparition des peuples indigènes, ou qu'elle s'arrête, comme en Algérie, après, avec quand même un coup d'1/3 de la population qui a disparu. Qu'est-ce qui fait? C'est le rapport de force. C'est le rapport de force interne, c'est-à-dire l'état de la résistance, mais aussi rapport de force mondial. Ce peuple qui résiste, est-il tout seul ou a-t-il des alliés? Y a-t-il un mouvement qui le soutient?
c'est ça qui va déterminer que le génocide va jusqu'au bout, ou au contraire, ça s'arrête à mi-chemin. Et cette dimension-là est essentielle à avoir en tête parce qu'elle nous montre aussi notre responsabilité. Nous allons jouer par nos mobilisations sur ce rapport de force. Et donc, il ne suffit pas de pleurer les morts de Palestine, il ne suffit pas de faire un don de temps en temps, ça pose la question de notre responsabilité. Si on a ça en tête, eh bien, on est obligé de définir le génocide d'aujourd'hui, non pas comme la folie de Netanyahou, peut-être que les caractéristiques de Netanyahou font que ça s'accélère, mais en réalité, c'est le projet sioniste lui-même qui porte la dimension génocidaire. Ceux qui nous demandent un gouvernement sioniste démocratique n'ont rien compris au projet sioniste. Il suffit d'aller lire et vous verrez dans l'ouvrage des comptes rendus des différents congrès du mouvement sioniste dans lesquels certains abordent ouvertement l'idée de génocide. D'autres parlent de transfert massif de population, comme ils ont fait en 1948. Et il suffit de regarder ce qui s'est passé en 1948 et la Nakba pour s'apercevoir qu'il y a bien au sein du mouvement sioniste le projet soit de génocider, soit de transférer massivement la population palestinienne. Donc, ça n'est pas Netanyahou, c'est l'État sioniste en tant que tel et le projet sioniste en tant que tel qui porte le génocide. Bien, on me dit qu'il me reste 2 minutes, donc un petit mot sur un autre aspect qui est beaucoup développé, sur la résistance. La résistance du peuple palestinien est une résistance qui connaît des figures différentes en fonction des périodes historiques, qui elles-mêmes sont en lien avec l'état du rapport de force. Et ça a été le cas de toutes les luttes de décolonisation. Dans toutes les luttes de décolonisation, les peuples colonisés ont d'abord espéré obtenir l'émancipation en disant « Regardez ce que vous nous faites, c'est pas bien ». Et c'est parce qu'effectivement, jamais un oppresseur ne reconnaît l'oppression qu'il mène que ça prend des formes ensuite de passage à la lutte armée par exemple, etc. Mais même les formes de la lutte armée sont fonction du rapport de force. Dans l'ouvrage, je restitue les différentes phases de l'histoire de la résistance palestinienne qui ressemblent beaucoup à ce qui s'est passé en Algérie par exemple. Si je parle beaucoup de l'Algérie, c'est parce que les luttes de libération et les colonisations ont beaucoup de points de ressemblance, dans lesquels on a eu d'abord des résistances avec les formes du passé. C'est-à-dire ceux qui se sont d'abord révoltés contre la colonisation, c'était les formes socio-politiques de l'époque de la colonisation. Ce sont donc les tribus qui ont réagi. En Algérie, c'est les tribus qui ont réagi. En Palestine, les premières manifestations sont des manifestations qui sont ancrées dans les grandes familles, ancrées dans les organisations locales, etc. Et c'est le constat que le rapport de force de cette résistance-là ne permet pas de vaincre le dominant, qui fait passer à des étapes supérieures, à d'autres types d'étapes. Ensuite, on va avoir des révoltes nationales, et en particulier la grande révolte de 1936, qui est une révolte qui est essentielle pour comprendre l'histoire de la résistance palestinienne, dans laquelle on a eu l'articulation de toutes les formes de lutte, et ça ressemble beaucoup à ce qui va se passer à l'époque de l'intifada, où on a des grèves ouvrières, des manifestations, de la lutte armée, tout ça est articulé. C'est donc l'impossibilité d'obtenir pacifiquement la reconnaissance de leurs droits qui mène les Palestiniens à la résistance armée. Mais l'État sioniste a très bien compris que cette résistance, si elle s'ancre dans la population, eh bien, elle va durer et elle peut changer le rapport de force. On va donc avoir un projet qui est d'exclure toutes les possibilités de résistance du peuple palestinien. On va négocier avec le roi de Jordanie ce qui va donner Septembre Noir, c'est-à-dire un massacre de Palestiniens par le roi de Jordanie, et surtout l'exclusion des résistants palestiniens de Jordanie, et donc voilà un front pour Israël qui est sécurisé. On va faire la même chose au Liban, avec toute une série d'interventions et avec une alliance avec les fascistes libanais pour exclure la résistance du Liban, et on a un autre front qui est fait. Et on va faire pression par l'intermédiaire, par l'aide des grandes puissances, sur les différents pays arabes pour mettre en place les fameux accords de normalisation. La résistance palestinienne est à ce moment-là quasi en disparition. Bien sûr, les résistants tiennent, mais ils n'ont plus les moyens d'agir.
Et là, on va avoir un phénomène, et j'en arrête là, on va avoir un phénomène qui va être un phénomène quasi magique, qui montre les ressources qu'a un peuple lorsqu'il se bat pour une cause juste. Eh bien, on va avoir une réaction spontanée de tout le peuple palestinien qui va être l'intifada. L'intifada, c'est les femmes, les adolescents, les jeunes, les vieux qui prennent le relais d'une résistance qui, momentanément, ne peut plus agir. Et c'est en prenant en compte cela qu'il faut analyser le 7 octobre et évaluer le 7 octobre. Quelle était la situation avant le 7 octobre? La situation avant le 7 octobre, c'est des accords de normalisation, c'est l'imposition de la logique d'Oslo et de 2 États, que beaucoup de Palestiniens, y compris ceux qui l'ont accepté compte tenu de l'état du rapport de force et de l'isolement. Et c'est la disparition de la question palestinienne de l'agenda de toutes les instances mondiales. Quelle est la situation après le 7 octobre? Les accords de normalisation sont gelés, même si les chefs d'État qui voulaient les signer, je n'ai pas plus confiance avant qu'après, mais n'empêche que les accords de normalisation sont gelés. La question palestinienne est surtout revenue au premier plan de l'agenda mondial, et en particulier de l'agenda des peuples. On n'a jamais eu autant de manifestations dans le monde entier sur la question palestinienne. À ce titre, quelle que soit l'analyse que l'on fait des faits du 7 octobre, et on verra qu'il y a beaucoup de fake news sur le 7 octobre, quelle que soit l'analyse qu'on fait, le 7 octobre, ça a fait du bien à la résistance palestinienne, malgré notre cœur qui saigne pour le peuple palestinien. Je terminerai juste en disant quelle conclusion tirer de tout cela, si je n'ai pas dit que des bêtises. Si effectivement on ne peut pas comprendre le soutien à Israël sans prendre en compte l'enjeu pour le contrôle du monde, du contrôle de la région, eh bien la seule manière d'aider le peuple palestinien, c'est de développer non pas des manifestations qu'on le sent saines uniquement, mais un mouvement durable, un mouvement pérenne, un mouvement massif qui s'adresse à ceux qui permettent à Israël d'exister, c'est-à-dire aux grandes puissances. Merci. Voilà, vous voyez que comme toujours, Saïd va à l'essentiel, clair, court, concret, et nous donne des perspectives à la fois pour comprendre, pour espérer, pour nous battre. Alors vous avez peut-être eu peur quand il a dit, vous avez vu la taille du livre, vous avez peut-être eu peur que ça allait être lourd à lire, mais comme vous savez, surtout quand on prépare des livres de Saïd, on met beaucoup d'images, pas pour faire joli, enfin, les livres sont beaux, c'est vraiment des beaux objets, mais des images qui vous donnent les documents, qui vous donnent les images qui permettent, un, de comprendre, et deux, de montrer autour de soi. C'est très très important, je pense, et je suis vraiment très content d'avoir l'occasion en tant qu'éditeur de donner aux citoyens les moyens de mener ce que j'appelle la bataille de l'info et de convaincre autour de soi et de vaincre le colonialisme d'abord dans le débat. Je donne maintenant la parole à Jean-Pierre Boucher, avec qui nous avions déjà commis ce petit bouquin iconoclaste et impertinent, Israël et sans pire citation. Jean-Pierre, scientifique de formation et à la retraite, mais comme il dit, chercheur un jour, chercheur toujours, il nous a appliqué sa méthode très scientifique à la recherche des faits, tout vérifier, tout examiner, chercher les causes, envisager les hypothèses, envisager le doute, être prudent aussi dans les conclusions. Et donc, c'est de lui qu'est venue l'idée, 7 octobre, une enquête sur les faits donc, de cette journée-là. La question est qu'est-ce qui s'est vraiment passé cette journée-là et pourquoi c'était important et pourquoi, avec Jean-Pierre, avec aussi le collectif Test Média, Pauline, José, Daniel, Leïla, toute une série de gens qui nous ont aidés. Il y a bien 20-25 personnes qui nous ont aidés sur ce chapitre dans les recherches, dans les vérifications, dans les préparations,
la présentation aussi, pour que là aussi elle soit facile, agréable si j'ose dire, et vraiment utilisable. Et donc, avec un très très grand remerciement à toutes ces personnes et à Jean-Pierre, je lui donne la parole pour expliquer pourquoi il trouvait que c'était ça la chose à faire après le 7 octobre. Bien. Merci Michel, et merci à tout le monde pour l'organisation de cette soirée, et merci à vous d'être venus aussi nombreux. Je pense que ça fait longtemps que je n'ai pas participé à une réunion publique avec autant de monde, enfin en tout cas nous en avons malheureusement moins à Toulouse où j'habite. Je me présente brièvement, bon Michel l'a déjà dit, j'ai fait une, disons, j'aime pas le terme carrière, mais disons, ma vie professionnelle a été celle de chercheur scientifique, et évidemment, disons que ça donne quelques atouts par la suite quand on travaille sur des sujets, même des sujets historiques, pour les méthodes de travail. L'avantage de pouvoir maîtriser assez facilement l'anglais, qui, pour ce qui concerne la Palestine, est quand même une source très très importante d'informations. Donc, je vais donc, brièvement, petit à petit, je me suis aperçu qu'avec les connaissances que j'avais, et aussi en allant sur le terrain, je pouvais éventuellement faire des contributions écrites. Donc, il y a eu un premier petit livre qui ne fait que 72 pages, mais ça c'était intentionnel, qui s'appelle Palestine, plus d'un siècle de dépossession. Il est apparu en 2017, donc c'est sa 7e année, qui a été vendu à, maintenant on en est à plus de 9000 exemplaires, et qui est distribué parce que le but est de joindre les gens, et pas par l'intermédiaire de commandes individuelles à une librairie où ça finit dans une bibliothèque, mais de joindre les gens au travers des activités militantes, des comités, et c'est à peu près à 90% le biais par lequel ce petit livre est diffusé. Vous ne le trouverez certainement pas en librairie. En plus de ça, il ne coûte que 10 €, je ne sais pas combien de francs suisses ça fait, mais ça ne fait pas grand-chose. Donc ça n'intéresse pas beaucoup les libraires. Alors, ensuite, donc, effectivement, il y a eu le livre que Michel a mentionné, bon, qui est les 100 pires, Israël, les 100 pires citations. J'en viens au 7 octobre. Bon, j'ai pas besoin, je pense, de vous expliquer pourquoi un livre sur le 7 octobre est important, voire essentiel à l'heure actuelle. Tout le monde parle du 7 octobre. Et si vous entendez des journalistes, des politiciens, etc., tout de suite, ils vont embrayer sur le 7 octobre, les enfants, les femmes, les bébés, les atrocités, les terroristes. Et ils n'ont pas besoin d'ailleurs d'aller détailler exactement de quoi ils parlent. Peut-être ils ne le savent pas eux-mêmes. Mais en tout cas, ça fait partie de, disons, de la mise en scène du 7 octobre qui fonctionne de façon quasi automatique et qui va introduire ensuite leur discours. Bon, moi je suis militant au sein d'une association sur Toulouse, qui est une association qui mène la campagne boycott des investissements sanctions, donc il ne faut pas me raconter non plus des histoires. Je fais une petite parenthèse d'ailleurs pour dire qu'à l'heure actuelle, je crois que l'aspect sanction de cette campagne est l'aspect, disons, essentiel sur lequel il faut mettre l'accent au plus haut niveau. Je n'arrive pas à comprendre comment il se fait, par exemple, que Israël continue d'être membre de l'ONU après avoir carrément chassé une instance de l'ONU, l'UNRWA, qui joue un rôle fondamental pour au moins diminuer la gravité de la situation pour les déplacés palestiniens. Et bon, je crois qu'il y a vraiment quelque chose à faire vraiment très très fort dans cette direction-là. Je reviens au livre. En, disons, décembre, il a commencé, ça a commencé en fait fin octobre, il a commencé à se diffuser une campagne prétendant que les combattants palestiniens, le 7 octobre, avaient commis des viols de façon systématique et généralisée. C'était l'expression qui était utilisée pour présenter cette campagne. Bien.
je suis un certain nombre de sites qui publient en anglais comme Electronic Intifada, The Cradle, The Intercept ou Plus 972, je ne sais pas si vous le connaissez, qui au fur et à mesure que le temps passait démontaient ces accusations-là, démontaient un certain nombre de ces accusations-là, et je me disais, mais bon, comment se fait-il qu'ici en France on en parle sans se poser de questions, qu'on accepte ça, ce genre de campagne. J'en parlais autour de moi, et puis j'avais des réponses assez variées. J'avais une amie que je salue ce soir, elle est handicapée, mais elle se déplace systématiquement sur son fauteuil roulant, avec ce t-shirt-là derrière et un drapeau palestinien, partout, dans la rue, dans le métro, qui m'a dit, Jean-Pierre, tu penses bien que ce jour-là, ils avaient autre chose à faire. Bon, donc elle, c'était vraiment la réponse du bon sens, puisque c'était sur un jour, c'était la réponse du bon sens. Malheureusement, il n'y avait pas que des réponses du bon sens parmi les militantes. L'une d'entre elles a simplement argumenté sur un forum, quand même, on ne peut pas croire plus Electronic Intifada que le New York Times, qui avait publié un article totalement mensonger, fin décembre, donc je crois que c'était plutôt début décembre, 3 décembre, sur la question des viols. Une troisième, c'était encore pire, parce que c'est quelqu'un avec qui je milite presque, disons, tous les jours, toutes les semaines. Je dois avoir une dizaine de messages sur mon répondeur venant d'elle, qui m'a dit simplement, mais Jean-Pierre, les femmes ne mentent jamais. Autrement dit, le MeToo, c'est quelque chose qui doit être absolument accepté. C'est une histoire de MeToo, elle doit être acceptée sans discussion. Bon. Donc j'étais très embêté. Je me suis dit, bon, très bien, il va falloir que je creuse le sujet pour avoir de l'argumentation là-dessus. Donc j'ai commencé à le faire en prenant tous les témoignages, ou soi-disant témoignages, les uns après les autres. Et une fois que j'ai eu ce matériel-là, je me suis dit, cette campagne, la conclusion, c'est que cette campagne, elle repose sur rien. Bon. Mais quoi faire de cette connaissance? Et c'est là que j'ai commencé à penser qu'effectivement, peut-être l'idée pouvait être chercher un éditeur en France, vous n'en trouverez pas. Non, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc, si vous avez des idées, moi je suis prêt à apprendre, mais il n'y en a pas. Et c'est donc là que je me suis tourné vers Michel, en lui disant, mais bon, ça peut être inclus dans quelque chose qui analysera effectivement ce qui s'est passé cet octobre. Je pense que la réponse est devenue une demi-heure après, allons-y. Alors bon, je dis bravo, d'abord, et bravo à Investigation, bravo à Michel, bravo aux collaborateurs. On a été 6 essentiellement à travailler intensément pendant 6 mois, à savoir bon, Michel et moi, mais aussi, il l'a dit, Leïla, Daniel, José et Pauline, pour arriver à ce matériel-là. Il a des insuffisances, une insuffisance évidente, mais malheureusement on n'y peut rien, c'est qu'on a travaillé, on n'a pas d'enquêteurs là-bas, on n'a pas de journalistes cachés, donc on a travaillé avec les sources que l'on pouvait avoir, qui sont toutes des sources israéliennes. Alors même quand elles viennent de gens critiques, eux ils sont peu nombreux et ils ne peuvent pas aller partout, ils ne peuvent pas tout faire. Et ces sources israéliennes, elles sont elles-mêmes, alors elles existent, bon, que ce soit un petit peu Haaretz, un petit peu Yediot Aharonot, un petit peu le Canal 12 à la télé, quelques autres, mais très peu, et donc en fait, ils ne donnent que certaines informations, y compris quelquefois en contradiction avec elles-mêmes. Et par exemple, je donne ça pour simplement un peu citer les choses, pour ce livre. Nous n'avons pas du tout abordé la question, par exemple, du sort des Palestiniens qui ont été tués ces jours-là. Ils ont été certainement plusieurs milliers. Les combattants, ceux qui n'ont pas pu refranchir la frontière avec Gaza parce qu'elle a été fermée, bouclée rapidement, et qui ont continué à combattre pendant 2 jours, 3 jours là où ils étaient. Donc le nombre, on ne le connaît pas, mais ça se chiffre certainement en milliers. On ne sait rien de leur sort. On ne sait pas s'ils ont été jetés à la mer, s'ils ont été
mis dans des fosses communes, mais en tout cas, ils n'ont pas été considérés comme des personnes ayant droit ni à une sépulture, ni même à la reconnaissance de leur identité. C'est dire les choses. Donc, sur le 7 octobre, nous avons beaucoup de choses dans le livre, nous n'avons pas tout, malheureusement. Bien, je voudrais revenir sur la question des viols, puisque, en fait, mon point de départ était celui-là. Je ne vais pas vous raconter les 30 pages qui sont dans le bouquin, je vais juste vous venir au point de conclusion en citant ce qu'il y a, j'ai retrouvé ça tout à l'heure, la page 92, donc c'est relativement court. Sur les 18 ou quelque chose, 18 principaux témoins directs ou indirects, 6 ont rapporté des faits connus pour être faux ou ont menti par ailleurs. Le secouriste de Beiri, les sources du New York Times à propos de la femme à la robe noire, Itzik Itzhak, Simcha Greenman, Noam Mark, Shari Mendes. 2 n'ont rien vu, ou simplement ils ont vu par éclipse, Yoa Carol, Gab Liberson. Les 2 seuls qui nomment des personnes se trouvant avec elles, voient leurs déclarations non confirmées ou invraisemblables. Ras Cohen et Sapir étant pas le nom réel. Les témoignages restants se divisent entre très douteux, Yoni Saadon, Haïm Ouzmedjin, Rami Davidian, Nachman Disnejna, ou simplement douteux, Rami Shuel, Jamar Varaki, Yinon Rivlin, Marianne. 13 d'entre eux n'ont pas vu de scène de viol, mais ne font qu'interpréter a posteriori, d'après l'état de la victime, et enfin, il n'existe ni expertise médico-légale, ni photo, ni vidéo, en fait rien. Bon, la conclusion, c'est que toute cette campagne qui s'est poursuivie pendant des mois, très en direction de l'ONU, repose sur, disons, c'est du pipeau pour dire les choses très simplement. C'est assez difficile de dire ça parce que les sionistes ont dit, mais MeToo, il y a eu même des manifestations à New York avec des femmes qui avaient des t-shirts en disant MeToo, sauf si vous êtes juive. Autrement dit, vous êtes coupable si vous ne nous croyez pas, parce que vous ne soutenez pas la cause féministe. Donc un mensonge en utilisant la cause féministe pour valider ce mensonge, c'est assez dégueulasse, je dois dire, de mon point de vue. Alors, d'autres points que je voudrais aborder dans le travail que nous avons fait, là aussi, nous n'avons pas été peut-être jusqu'au bout, mais vous trouverez beaucoup d'éléments dans le livre, c'est la question des atrocités. Le mot atrocité est systématiquement associé à ce que les combattants palestiniens ont fait ce jour-là. Les atrocités, en fait, on a parlé bien entendu d'un bébé mis dans un four, bien sûr les bébés décapités, je pense que Michel en parlera, où on a parlé aussi d'Israéliens qui ont été incendiés dans leur maison. Oui, des maisons incendiées, il y en a eu, effectivement, probablement beaucoup incendiées à la suite des tirs des chars israéliens. Mais d'une manière générale, ensuite on s'est aperçu en cours de route que beaucoup de photos qui avaient été publiées, qui montraient des intérieurs de maisons avec la légende maison incendiée, quand on regardait la photo d'un peu plus près, on faisait un traitement de correction des pixels disons des intensités lumineuses sur les photos, on s'apercevait que ces photos ne montraient absolument pas des intérieurs incendiés, mais simplement des intérieurs noircis par de la fumée, avec rigoureusement rien de cassé, ni de brûlé. Et ça correspondait au fait que pour aider à faire sortir des Israéliens de leur maison, enfin de leurs pièces sécurisées dans leur maison, il est arrivé que des Palestiniens aillent sur les parkings, sortent des pneus des coffres et les amènent et puis les fassent brûler de façon à faire de la fumée et par ce moyen ils essayent de faire sortir les gens pour les emmener comme otages.
Bon, ça, c'est pas de l'atrocité, c'est peut-être pas joli, bon, mais ça on peut le penser, mais ce ne sont pas des atrocités. En fait, des atrocités, il aurait fallu un chapitre spécial là-dessus. Je crois qu'on peut dire que les combattants du Hamas et ceux de la deuxième vague, je reviendrai un petit peu là-dessus après, pratiquement il n'y a pas d'indication que ceci ait eu lieu au cours du 7 octobre. Alors je voudrais venir et peut-être terminer avant de passer la parole, de rendre la parole à Michel, sur un point qui est peut-être délicat, peut-être délicat pour certains ou certaines d'entre vous, c'est la question des civils israéliens. Parce que nous avons eu des discussions et nous avons eu aussi des évaluations à faire par rapport à cela. Alors, premièrement, il y a peut-être parmi vous dans la salle et peut-être au dehors de la salle beaucoup de gens qui pensent que les civils israéliens, ça n'existe pas. Un certain nombre de déclarations ont été faites dans ce sens-là. Aucun civil n'a été tué le 7 octobre, parce que les civils israéliens, par définition, ça n'existe pas. Les Israéliens et les Israéliennes font tous un service militaire prolongé. Les hommes sont, quel est le terme, réservistes jusqu'à, je crois, c'est 52 ans maintenant. Ils font en plus de ça des périodes de réserve, ils se mobilisent immédiatement quand on les appelle. Donc, bref, c'est une société totalement militarisée dans laquelle il n'y a pas de civils à proprement parler. Par conséquent, tout Israélien peut être considéré de ce fait-là comme une cible légitime, le combat de la résistance palestinienne est un combat contre tous les Israéliens, quel que soit leur âge, etc. etc. Bon, alors, j'entends ça, je pense, et c'est le point de vue qui est exprimé dans le bouquin, que si on dit cela, à ce moment-là, on admet que les Israéliens fassent exactement la même chose, symétriquement. Or, c'est ce que font les Israéliens depuis des dizaines d'années. Alors, je vais vous donner juste deux petites citations sur des dizaines et des dizaines et des dizaines. Je les choisis exprès courtes, parce que pour pas trop vous embêter. Par exemple, Gadi Eisenkot, qui était le commandant général du commandement Nord et qui est l'auteur de la doctrine qui s'appelle la doctrine d'Aïa, donc vous pourrez y revenir. Il a dit ce qui s'est passé dans le quartier d'Aïrat de Beyrouth en 2006 se produira dans chaque village où sont tirés des coups de feu sur Israël. Nous utiliserons une force disproportionnée contre lui et nous causerons d'immenses dégâts et destructions. De notre point de vue, ce ne sont pas des villages civils, mais des bases militaires. En d'autres termes, nous avons le droit de détruire ces villages-là complètement et tous leurs habitants. Nous les considérons comme des bases militaires, même si nous n'avons reçu qu'un coup de feu. Ce n'est pas une recommandation, c'est le plan et il a déjà été autorisé. Ça, c'est une déclaration qui vient de quelqu'un qui est connu pour être un des auteurs de doctrines militaires qui sont utilisées. Mais j'irai plus proche. L'an dernier, le président d'Israël, parce qu'Israël a un président, au cours d'une conférence, il dit « Tout d'abord, nous devons comprendre qu'il existe un État qui a construit une machine du mal juste à nos portes. C'est toute une nation qui est responsable. Ce n'est pas vrai cette rhétorique selon laquelle les civils ne sont pas conscients et ne sont pas appliqués. C'est absolument faux. En d'autres termes, pour les sionistes, mais je pourrais donner des citations bien plus anciennes parce qu'elles commencent déjà dans les années 70, pour les sionistes et pour les directions israéliennes, les Palestiniens sont collectivement responsables. Les mamans palestiniennes donnent des petits serpents, ces petits serpents seront des grands serpents, etc. Vous avez ce genre de déclaration venant de sources, religieuses et non religieuses, et de personnes à tous les niveaux du gouvernement depuis extrêmement longtemps. Ça fait partie, effectivement, comme le disait Saïd, du conditionnement à le conditionnement à une préparation d'un génocide, bien évidemment. Bon. Donc, pour juste revenir au 7 octobre,
oui, on peut suivre cela, le Hamas, dès le début, dès 6h30 du matin, d'abord sur la plage de Zikrim, ensuite à Sderot, et puis ensuite en descendant vers le sud de Sha'ar Negev, Medfasim, et puis ensuite en descendant, a tué de nombreux civils israéliens, en particulier plus de 300 festivaliers, alors qu'ils ne savaient pas que le festival existait le matin quand ils sont arrivés, ils l'ont appris en cours de route. Autrement dit, ils ont considéré que les personnes qu'il y avait entre eux, pour la plupart non armées, étaient effectivement des cibles aussi correctes dans leur vision de la résistance que eux qui étaient considérés comme des cibles par les Israéliens. Là-dessus, on ne peut pas faire deux poids, deux mesures. Pourtant, ce deux poids, deux mesures, il a existé en permanence. Je vais donner deux chiffres. 7 octobre 2014. 7 octobre, vous avez 1160 Israéliens qui sont tués par la résistance palestinienne aux alentours de Gaza, ce jour-là. Sur ces 1160, il y en a un tiers qui sont des soldats, des policiers, donc des cibles parfaitement légitimes, d'autres qui sont considérés comme des civils, mais qui en fait sont des agents de sécurité des kibbutz, à peu près une soixantaine, d'accord, donc qui sont armés, plus un certain nombre de personnes qui sont des civils ordinaires, mais qui ont un pistolet chez eux, et qu'on trouvait très malin ce jour-là, parce qu'ils pensaient qu'ils avaient peut-être qu'une personne là comme ça qui venait leur voler une poule, qui ont trouvé très malin de venir tirer. Et évidemment, ça s'est mal passé pour eux et pour leur famille, malheureusement. Bon. Donc, un tiers sont des cibles légitimes, militaires, d'accord ? Les deux tiers sont des civils. Bon, donc, vous avez les chiffres. Sur 1200, 700, deux tiers, un tiers. Maintenant, 2014. 2014, Israël détruit des quartiers entiers de Gaza, fait 500 000 des personnes déplacées, tue 2400 personnes, parmi lesquelles, alors là je me réfère à toutes les sources officielles, les chiffres varient un petit peu, entre 60 et 80% de civils, d'accord ? Autrement dit, cette fois-ci on n'est pas à 600-700 civils, on est à 1500. Est-ce que en 2014 vous avez entendu nos gouvernements dire que c'était un affreux massacre sur lequel il était légitime que les Palestiniens se défendent, etc., etc. Pas du tout. 2014, terminé, on passe à autre chose. Les Israéliens renforcent leur blocus de Gaza, comme ils l'avaient déjà fait précédemment, et c'est terminé. Bon, donc je veux juste m'arrêter là. Maintenant, il y aura certainement des questions, je pense qu'on pourra y répondre. C'est juste pour indiquer qu'effectivement, la question des civils dans cette guerre, dans la guerre telle qu'elle se présente entre un État hyperarmé et une résistance ayant des moyens quand même beaucoup plus limités, elle doit être posée de façon morale des deux côtés. Voilà, merci. Merci Jean-Pierre. On a donc pu voir qu'il y avait une enquête rigoureuse, minutieuse, nuancée, que lorsque les choses ne sont pas claires ou pas favorables, on ne les cache pas. Et donc c'est un processus continu. Je vais maintenant donner quelques exemples visuels et donc je vais demander au fond si on peut éteindre la lumière qui est ici pour que les images soient bien visibles. Je vais donner quelques exemples de la recherche que nous avons effectuée sur d'autres points. C'est-à-dire que
au fond, vous pouvez avoir de la lumière, mais ici, il faudrait l'enlever pour que on voit bien l'image. Le contraire, en fait. Voilà. Bien, merci. Voilà. À propos du 7 octobre, on a ce genre de personnage qui nous fait une allocution solennelle. Le Hamas a exécuté un plan qui, par son ampleur, sa barbarie, son bilan humain, n'a pas de précédent. Bref, tout a commencé le 7 octobre. Non, Monsieur le Président. Et la preuve, elle était déjà avant. Dans le petit livre dont je vous ai parlé, Israël et 100 pires citations, où vous avez, comme l'a dit Jean-Pierre, toute une série de citations des fondateurs, des précurseurs d'Israël, de David Ben Gurion particulièrement, le premier ministre d'Israël, qui a annoncé qu'il fallait nettoyer la terre, mais par étapes, de façon subtile, sans trop se montrer. Et lorsqu'ils ont pratiqué la Nakba, ils visitent une ville, je crois que c'est Nazareth, et ils demandent à ces généraux pourquoi il reste tant d'Arabes ici, pourquoi ne les avez-vous pas expulsés? Tout ça, ce sont des citations qui viennent d'eux-mêmes, qui sont sourcées. S'il y avait 1% de doute, on l'a écarté. Et donc, Monsieur le Président Macron, vous devriez nous expliquer si Israël a le droit de se défendre contre une agression. Comment vous expliquez cette carte là, bien connue, qui montre ce que la Palestine en blanc était avant 1947. En 1947, elle ne reçoit que 48%. On va dire c'est l'ONU. Oui, bon. À l'ONU, à ce moment-là, il n'y a que les colonialistes et 2-3 exceptions. Et donc, les colonialistes décident de donner à des émigrants juifs une terre qui ne leur appartient pas, sans consulter ceux qui l'habitent, et en fait dans le but de continuer le colonialisme, avec un agent sur place. Et donc, ça évolue 1967, et en 2010, vous avez la Palestine dans cet état, et maintenant c'est encore pire. Donc, Monsieur le Président, qui se défend, qui agresse? Vous avez une professeure à la maison, il faudrait peut-être réétudier l'histoire et la géographie. Et donc, c'est malheureusement une histoire pas drôle, parce que la Nakba, c'est 400 villages détruits, rasés, pour bien éliminer toute trace et les empêcher de revenir, remplacés souvent par des kibbutz, ce qu'on nous a présenté comme des petits potagers, peace and love, etc., et qui en réalité ont été installés en une nuit souvent, par la force militaire, par l'armée, en chassant les Palestiniens et en installant vite ça. D'autres, dans le livre, nous retraçons la longue série de massacres qui constituent l'histoire d'Israël. Vous avez l'image de Sabra et Shatila, 3000 morts, bordure protectrice 2014, Jean-Pierre en a parlé, et la dernière année avant le 7 octobre, ça ne faisait que continuer et s'aggraver. Un pogrom à Ouara, c'est pas moi qui emploie le mot pogrom, c'est le chef de l'armée israélienne en Cisjordanie, où les colons brûlent, tuent et terrorisent. Et en fait, l'objectif et ça ne se trouve évidemment pas dans nos médias, qui nous présente, comme Jean-Pierre vous l'a dit, le 7 octobre, c'est très simple, c'est des bébés décapités, des femmes violées et des combattants palestiniens qui essayent de massacrer un maximum de gens. Ça, c'est le récit médiatique. Et ce récit-là, il est important à démonter parce qu'il est encore toujours dans la tête et dans l'inconscient des gens que Samuel rencontre à la gare, avec qui nous discutons, et c'est difficile, et il a été mis dans la tête par des médias qui ont recopié purement et simplement la version d'Israël. C'est quand même gonflé parce que Netanyahou, tout le monde à l'Ouest sait que c'est un menteur pathologique. Chirac l'a dit, Sarkozy l'a dit, Obama l'a dit, tout le monde le sait, il ment tout le temps.
Et n'empêche, sur le 7 octobre, non, il dit la vérité, on leur copie, on ne pose pas de questions, on ne fait pas d'enquête. En réalité, le 7 octobre, c'est d'abord une opération militaire occultée. Et les médias, quand ils ont montré des cartes en disant « Regardez, les Palestiniens, enfin les terroristes pardon, qui attaquent », les médias cachent que le 7 octobre, c'est une opération militaire qui, d'après les mots des experts, stratèges, militaires et de renseignement israéliens, est une opération brillante et réussie. Là, on le dit, et chez nous, on ne peut pas. Ils ont des cartes à Libé, à Washington Post, qui vous montrent les points d'agression, les points de massacre, et ce qu'on vous cache, ce sont les bases militaires. Et on vous cache le fait que, comme l'a dit Jean-Pierre, le festival, il est pile à côté de la principale base militaire qui encercle, espionne et massacre Gaza depuis longtemps. Et les combattants ne le savent pas, mais c'est quand même ahurissant d'installer un festival là, à la porte de Gaza, sous le nez des gens qu'on a expulsés de cette terre par la violence. C'est aussi ahurissant que l'opération du Hamas et des autres milices jointes, c'est le Hamas qui était à l'initiative, il y a eu des entraînements et des répétitions qui ont été filmés par les Israéliens, donc ils savaient très bien comment on allait faire. Et ils ont été quand même surpris, ou pas tout à fait, c'est un point qui est discuté dans le bouquin aussi, mais en tout cas, les médias, quand ils montrent des cartes, ils cachent les bases militaires. Il y a des sauvages, là, des monstres qui vont pour tuer des civils. Mais non, ils vont pour faire une opération contre leurs occupants, leurs agresseurs, et d'après l'ONU, d'après le droit international, d'après tous les juristes sérieux, un agresseur, un occupant est une cible militaire légitime, point. Et l'opération a été brillamment réussie, au point qu'ils ont fait beaucoup de victimes, beaucoup d'otages, et qu'ils ont détruit le système de surveillance, d'espionnage et de communication de l'armée sioniste, au point qu'elle était complètement désemparée dans le chaos, elle ne savait pas exactement ce qui se passait, et au point que des pilotes d'hélicoptères, des pilotes d'avions, s'échangeaient des messages sur WhatsApp, sur quoi il faut tirer, ça, non, pas ça, etc. Et donc, l'armée a été complètement désemparée, chaotique. Ça explique des choses qui sont passées. Vous voyez toute une série d'images là-dessus. Et donc, ça, c'est soigneusement caché par Monsieur le Président, qui nous fait un discours, les larmes dans la voix, bien répété, des centaines de nourrissons, d'enfants, des centaines de nourrissons, d'enfants, de femmes, d'hommes ont été pourchassés, enlevés, assassinés, pris en otage. Je ne sais pas comment ils ont pu être assassinés puis pris en otage, mais bon. Jean-Pierre a analysé tout ça. Il y a statistiquement, en fait, pas de nourrissons et de bébés qui sont morts là-dedans, par un ou deux par exception. C'est totalement inventé. Il peut le savoir, le président, il a des services de renseignement bien plus informés que la petite équipe d'investigation. N'empêche qu'il relaye la propagande médiatique qui est, c'est les nouvelles couveuses volées, c'est le nouveau Timisoara, et donc vous avez 40 bébés assassinés, 40 bébés décapités. Ils n'ont pas été tués n'importe comment. Ils n'ont pas été, voilà, je passe les détails, ils ont été décapités. Ça vous fait penser à rien, ça? Décapités, c'est pour assimiler le Hamas et les autres résistants palestiniens à Daesh. Un thème que Netanyahou avait déjà développé en 2014, un thème qui remontait à Sharon en 2001, il a, très malin, sauté sur le 11 septembre et le choc aux États-Unis, et il a dit voilà, vous avez vos terroristes, nous, les Palestiniens, c'est les terroristes, c'est les mêmes. Netanyahou ment, il cache le fait que Daesh a été actif à Gaza, mais que le Hamas s'est tourné contre lui et qu'il y en a 26 de Daesh qui ont été éliminés. Ça, on cache évidemment. Maintenant, sur la question des bébés décapités, nous avons fait une enquête attentive. Avant même l'enquête, les médias, s'il y avait eu un gramme de déontologie dans leur papier,
aurait pu poser la même question que nous. On nous dit 40 bébés décapités, pas 39, pas 41, 40 comme dans la Bible, mais surtout ce chiffre, 40 bébés décapités dans le kibbutz de Kfar Assa. C'est combien d'habitants dans ce kibbutz? 700. Ça veut dire que sur ça, dans 700 habitants, vous avez bien sûr des hommes, des jeunes, des vieux, et au miracle, vous avez 40 femmes qui ont accouché d'un bébé dans l'année et les 40 bébés sont décapités. Donc, est-ce qu'il y a au Monde, à Libération, à TF1, à BFM TV, à France 2, etc., un seul journaliste qui s'est posé la question, mais est-ce que 40, c'est possible? Et non. De deux choses l'une, ou bien ils sont pas compétents, et donc à quoi ils servent, ou bien ils se sont dit la même chose que moi et ils l'ont caché. Et donc dans les deux cas ils sont dangereux. Et donc l'histoire des bébés décapités, nous avons mené une enquête et nous avons posé les questions qu'ils auraient dû poser dès le premier jour. Quelle est la source? Ah, la source c'est I24 News. C'est un média israélien de Patrick Drahi, une des plus grosses fortunes d'Israël, travaille à fond avec Netanyahou, il est coutumier de fake news, c'est aussi le propriétaire à ce moment-là de BFM TV et de toute une série de médias en France, qu'il a revendu en partie maintenant parce qu'il était trop endetté. Mais donc c'est une source dangereuse. Est-ce que les autres journalistes qui sont présents sur ce kibbutz, qui a été assez spectaculaire, est-ce que les autres journalistes y confirment sur place ce récit? Non, aucun. Quelle est la source? Un certain David Ben-Zion, un officier de l'armée israélienne sur place, qui raconte les larmes dans la voix, le bébé décapité, etc. Vous n'avez pas d'image. On voit dans les images du 24 News quelques linceuls d'adultes, il n'y a pas un linceul d'enfant, de taille. Il n'y a aucune image, il n'y a absolument rien. Quand on vérifie, comme nous l'avons fait, qui est ce David Ben-Zion, c'est un raciste, suprémaciste juif, qui, chaque fois qu'une famille palestinienne est exterminée à Gaza, applaudit, qui demande l'expulsion et la destruction des villages palestiniens dans la zone, et il a tout un pédigré incroyable. Pour ça, personne dans ces médias français a été vérifié qui était ce bonhomme. Bien. Ensuite, on a des médias qui relayent. Ruquier, par exemple, sur BFM TV, c'est abominable comment il relaye sans se poser la bonne question l'histoire des 40 bébés décapités. Et ça jouait un rôle énorme, hein, parce que cette histoire-là, même si plus tard on en parle moins, même si plus tard c'est démenti, mais qui connaît le démenti, qui est au courant, cette histoire-là, ça justifie maintenant le génocide qui se commet. Donc je dis que les gens comme Ruquier et les autres sont responsables du génocide qui se passe. Ce n'est pas une erreur, c'est un crime contre l'information et contre la charte déontologique des journalistes. Et c'est un crime qui tue. Et donc, on mène l'enquête, on voit qu'il y a une série d'autres militaires israéliens qui font des déclarations, parce qu'évidemment, Kfar Assa, c'était la visite guidée, on a amené tous les journalistes, ne posait pas trop de questions, et on sort là la version des bébés décapités. Mais il y a un lieutenant-colonel, je crois, Vac, qui fait aussi la visite guidée, et il montre une maison de kibbutz avec un trou d'1 mètre dans le mur et complètement noirci et démoli. Un trou énorme. Ça aussi, on nous l'a montré. Regardez comme ils sont barbares, ils ont démoli les maisons des kibbutz, vraiment, c'est terrible, c'est effrayant, etc. Bien. Mais il n'y a pas de journaliste au 7 octobre, et même les jours après, qui pose la question, les résistants palestiniens, ils étaient armés avec quoi? On les a vus, les images. Le Hamas a tout filmé, tout le monde a les images. Ils sont venus à pied, après qu'un bulldozer sur la couverture a ouvert le grillage. Ils sont venus en moto, et ils sont venus en ULM en passant par au-dessus. Bien. Quand vous venez avec ce mode de transport, vous transportez des mitraillettes. Est-ce qu'avec des mitraillettes, vous faites un trou dans une maison? C'est quand même, je veux dire, dès la première seconde où les images arrivent, c'est la question qu'on doit se poser, mais personne dans toutes ces rédactions ne se la pose.
Le lieutenant-colonel Vac, qui n'est pas un combattant, c'est dans les équipes de secours, etc., de protection, il fait visiter lui aussi cette maison à plusieurs journalistes, et il dit, dans cette maison, j'ai trouvé 8 bébés décapités. Ah, ok, ça va, le récit, etc. 8 bébés décapités dans une maison, ok. Et puis il y a un journaliste turc, pas occidental, un journaliste turc, qui lui pose la question, mais quand même, les dégâts qu'on voit là, qui a fait ces dégâts? Et alors, Vac, il se prend la tête, il hésite 2-3 fois, il bredouille, et puis il dit, c'est nous. Nos chars ont dû tirer. Ah, c'est les chars israéliens qui ont détruit cette maison, et donc les gens qui étaient dedans. Ah oui, c'est nous. Et pourquoi? Ben nous devions les récupérer, nous ne savions pas le faire autrement. Ben si, on savait faire autrement. Il fallait négocier. Les preneurs d'otages, ils voulaient une seule chose, partir avec les otages et les échanger. Et vous avez décidé qu'il n'y aurait pas d'échange et vous avez tiré. Vous avez tué les civils qui étaient là-dedans. Pas des bébés, ça c'est fake news, mais oui, ils ont tué des civils. Et donc, dans les civils dont Jean-Pierre a fait le relevé, il y a un nombre important, il a fait un travail très très sérieux, très minutieux, et donc le chiffre peut probablement aller jusque 100, mais évidemment il faudrait une enquête internationale, une confrontation, donc c'est notre hypothèse, mais elle est très très sérieuse, ça peut aller jusque 100 civils qui ont été tués par leur propre armée. Ça c'est le crime de guerre commis par l'armée soi-disant la plus morale du monde. Elle a tué ses propres civils alors qu'elle est censée les protéger, elle les a tués. Pourquoi? Pour continuer la politique coloniale d'agression et pour refuser une négociation un échange de prisonniers. Donc ça, c'est le grand truc qu'il faut absolument cacher derrière cette histoire. C'est pourquoi reparler de cette histoire des bébés soi-disant décapités et partir avec les gens à la recherche des faits et leur expliquer à quel point ils ont été embobinés, à quel point c'est un remake des couveuses de Kuwait City et de Timișoara, c'est ultra important. Excusez-moi, voilà. Oui, j'ai pris les mauvaises sources, excusez-moi. Voilà. Je vais dans le bon sens. Jean-Pierre en a parlé des viols. J'ai dit, ce qu'il voulait, c'était pas exterminer les gens qu'il rencontrait. Il y en a eu qui ont été exterminés. On a un chapitre, Jean-Pierre a parlé, qui analyse ça. Mais la mission était de ramener le maximum d'otages. Ils ont trouvé relativement peu de soldats. Je crois qu'ils ont été surpris d'avoir pas autant de soldats dans les bases. Donc, ils sont cherchés aussi des civils dans les kibboutz tout proches. Et on voit ici une jeune fille très paniquée. À côté, une soldate qui est embarquée, une vieille grand-mère qui est moins paniquée, un autre qui revient à Gaza. Et donc, ils reviennent à Gaza. Pourquoi? Eh bien, pour échanger contre les prisonniers palestiniens. Macron et compagnie ils viennent et ils tuent des gens et ils prennent des otages et on ne sait pas pourquoi. Mais vous savez très très bien pourquoi. Il y a dans les prisons israéliennes à ce moment-là quelque chose comme 8000 civils qui sont détenus, une grande partie sans procès. C'est ce qu'on appelle la détention administrative, pas de procès, pas de jugement, c'est prolongé indéfiniment. Il y a des gens qui passent leur vie en prison, notamment Marwan Barghouti du Fatah, parce que ça, ce serait un dirigeant combatif et dangereux qui a réalisé en fait l'alliance avec le Hamas et les autres forces et qui serait tout à fait capable de rendre la résistance beaucoup plus forte. Et dans les prisons israéliennes, vous avez des hommes. Un homme sur 4 est passé par la case prison en Palestine. Imaginez un peu, en France on fait comme ça. Mais aussi vous avez des femmes et des enfants. Israël est le seul pays qui emprisonne massivement des enfants alors que c'est évidemment interdit. Et ces prisonniers palestiniens, on les voit, on les connaît. Il y a des rapports d'Amnesty, il y a des rapports de l'ONU, tout ça est documenté, la torture y compris, c'est connu depuis longtemps, pas seulement maintenant où on commence à en parler plus. Bien. Dans ces prisons, Israël pratique la torture systématique. On montre une série de personnes avant, après les conséquences physiques ou les gens qui deviennent fous carrément. Et donc, ce qui est très grave sur la question des otages, c'est
l'a priori, la partialité des médias là-dessus. Quand vous avez des otages israéliens, on vous les montre avec un nom, un visage, une activité sympa, des gens qui parlent d'eux avec émotion, donc on vous touche. Ça, c'est des gens avec lesquels il faut avoir de la compassion. Nous avons montré comment ils parlent à l'inverse des prisonniers palestiniens, il n'y a pas d'image. Pourtant, elles existent, j'en ai montré là. Il y a plein de manifestations où les gens viennent avec les photos de leurs proches qui sont emprisonnés, etc. Donc, les images, elles existent, les médias les ont, mais ils refusent de les montrer. Et par exemple, ici, vous avez TV5 Monde qui vous parle des prisonniers, qui montrent des bâtiments détruits. Évidemment, ce n'est pas du tout le même effet que quand on vous montre les otages israéliens. Bien. Donc, c'est pour ça que on peut dire carrément qu'il n'y aurait pas eu de 7 octobre si les médias nous avaient correctement informés avant sur tout ce que Israël fait contre les Palestiniens, y compris la question des prisonniers. Si les gens avaient été correctement informés, évidemment qu'ils auraient appris la nécessité de libérer les otages. Bien. J'ai indiqué que Israël a assassiné un grand nombre de ses propres citoyens. Qui le dit? C'est pas moi, c'est pas nous, c'est des survivants eux-mêmes. Vous avez ici Yasmina Porat, qui a été prise en otage, qui a réchappé parce qu'elle était hors du bâtiment qui a été détruit, et elle est interviewée par un journaliste de la radio très officielle israélienne qui lui dit, d'abord elle donne son témoignage, elle dit: ils nous ont traités très humainement, ils nous ont donné à boire, ils nous calmaient. Un combattant qui parlait hébreu m'a dit: calme-toi, on ne va pas vous tuer, on veut vous kidnapper vers Gaza. Elle dit: leur objectif c'était de nous kidnapper vers Gaza et pas de nous assassiner. Qu'est-ce qui s'est passé? Ceci. Vous avez un char israélien, qu'on voit dans l'image en bas à droite, vous avez l'explosion, et il tire sur la maison du kibbutz. Il tue le mari de Yasmina Porat, des amis et d'autres personnes qui étaient là, et elle dit clairement: mon mari, il a été tué par nos chars. Et le journaliste de la radio israélienne l'interroge 2-3 fois, mais il fait son job, il lui dit: mais c'est pas les terroristes, c'est nos chars. Oui, oui, elle le confirme. Et ça passe. Et donc, en Israël, ces choses-là, les gens ont le droit de le savoir. Après, ils sont tellement intoxiqués par leur éducation que une partie disent il faut continuer le combat, il ne faut pas échanger les prisonniers, il faut exterminer les Palestiniens. Et donc, là, ça passe. Mais nous, on nous le cache. Nous ne sommes pas assez adultes pour connaître les choses que les Israéliens, dont ils sont au courant. Et donc, j'ai parlé des dégâts sur les maisons. J'ai aussi parlé des centaines de véhicules explosés. Nous faisons une enquête là-dessus aussi, basée sur tout le travail de Jean-Pierre. Vous avez vu des centaines de voitures complètement démolies, calcinées, des trous comme ça, parfois dans le toit. Et évidemment, ce n'est pas les Palestiniens, même s'ils sont pris à certaines voitures, oui, avec des mitraillettes ou des grenades, mais ce n'est pas les Palestiniens qui mettent dans cet état-là. Et donc, on a, en fait, pour résumer, on a le récit du 7 octobre dans les médias français, belges et suisses, je crois, d'après ce qu'on me dit. On a l'équivalent des couveuses de Kuwait City et des armes de destruction massive, c'est-à-dire le grand média mensonge initial qui justifie tout ce qui va être fait après, qui justifie qu'on ne se pose pas de questions. Et donc, c'est une opération de lavage de cerveau, une opération de conditionnement qui fait que, selon moi, non seulement les politiques, mais aussi les médias qui ont participé à répandre cette fake news devraient être poursuivis pour complicité de génocide. Je pense qu'il y a des procès qui doivent se faire et que ce serait important d'avoir des collectifs d'avocats et de juristes qui préparent des dossiers sérieux. L'impact énorme du courage de l'Afrique du Sud qui a déposé plainte bien documentée contre Israël et qui est très embêté par ça, montre qu'on doit se saisir du droit. On sait que le droit c'est un rapport de force, on sait que
c'est pas sur le seul droit qu'on peut compter pour se libérer, mais quand il est à notre avantage, parce que ce sont des choses qui ont été instaurées après la victoire sur le nazisme et en 1945, dans une époque où il y avait un rapport de force plus favorable pour avoir un meilleur droit international, il faut l'utiliser. Et donc je pense qu'on devrait avoir des collectifs d'avocats, de juristes citoyens, de journalistes honnêtes et indépendants aussi, qui préparent des dossiers sur la responsabilité des médias dans le génocide. C'est fondamental parce que, vous m'avez entendu sur l'Ukraine, avec le collectif Test Média, on a fait la guerre des images, Ukraine, la guerre des images, et on a montré que là aussi, les médias nous ont, non seulement nous ont manipulés, nous, mais surtout, ont provoqué la mort d'énormément de gens. On parle très probablement de 500 000 hommes ukrainiens morts au combat, et il y en a de plus en plus. Tout ça pouvait être évité si les médias avaient fait leur travail, avaient dit comment ce conflit avait commencé, pas en 22 mais en 14, et que qui était responsable à l'origine, et que en plus la guerre pouvait être arrêtée très vite, puisque Naftali Bennett, l'ancien Premier ministre israélien, puis les Turcs, puis d'autres médiateurs, étaient arrivés à un accord Poutine-Zelensky avec des concessions des deux côtés, et la guerre s'arrêtait. À ce moment-là, il y avait peu de morts. Boris Johnson est venu, Macron a laissé faire, et il a dit à Zelensky, si tu négocies, on te liquide, tu es cuit. Comme il a énormément de dossiers de fraude fiscale et autres de scandales, ça voudrait dire qu'il aurait été bien lâché. Donc il est sous chantage, et donc cette guerre pouvait être arrêtée. Donc, comme l'a dit Saïd, on ne se bat pas seulement pour les Palestiniens, pour que le génocide s'arrête, on se bat pour toutes les guerres en préparation si on laisse continuer celle-ci comme ça, on se bat pour les Ukrainiens, on se bat pour tous les peuples et on se bat pour nous-mêmes. Soit les gens qui se prennent pour les maîtres du monde se permettent de nous mentir tout le temps et ils restent dans l'impunité, soit nous disons l'impunité c'est fini, les médias qui mentent c'est fini, c'est à nous maintenant de faire le job, c'est à nous maintenant de mener la bataille de l'information pour que la vérité éclate, que les gens soient au courant et que les menteurs soient punis. Je vous remercie.